toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Les demi-finales de National League ont commencé et forcément que pour une demi-finale 100% romande, on va revenir sur ce premier acte entre Fribourg et Lausanne. On va d'abord parler de Fribourg, honneur au vainqueur, qu'on va entrecouper avec ce qui nous a fait mousser, la Rösti-Graben, une nouvelle bière Dr Gabs, qui nous permet de parler de l'autre demi-finale entre Zurich et Davos. Zurich s'est imposé 6-1. Puis après, on part du côté lausannois pour terminer ce premier épisode de la demi-finale. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? La grande forme, et toi? Ça va bien, merci. On est de retour pour parler de cette demi-finale 100% romande et aussi un petit peu de Zurich-Davos parce qu'on s'est fait réprimander ou on nous a dit, disons les gars, il y a aussi une autre demi-finale. Alors oui, effectivement, on va en parler un petit peu. Mais en même temps, excusez-nous, mais je suis pas sûr que dans les podcasts des Grisons, ils parlent beaucoup de la série Lausanne-Fribourg. Alors on essaye de temps en temps d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Mais quand il se passe quelque chose chez nous, quand même mettre un petit peu l'accent là-dessus, on va pas nous en vouloir. J'espère bien. Et puis, on la partage jusqu'à un certain point. Et si on reprend ce départ de demi-finale, on va commencer honneur au vainqueur entre Fribourg et Lausanne. Fribourg qui a réussi à aller gagner un match à l'extérieur et à gagner un match à Lausanne en play-off en ce moment, c'est pas quelque chose de simple dans la mesure où le tour d'avant, Langnau n'a pas réussi à le faire. En finale, Zurich l'année passée n'a pas réussi à le faire. Fribourg l'année passée en demi-finale n'avait pas réussi à le faire. La dernière fois, c'était Davos lors de l'acte 5. Donc, 5, exact. Donc, c'est pas quelque chose d'évident que Fribourg a réussi à faire. Fribourg l'a totalement mérité. Moi, dans un match que j'ai trouvé qui était pas exceptionnel dans le sens... Je trouvais pas que les émotions étaient très hautes. Je trouvais pas que le niveau était exceptionnel malgré quelques jolies choses. C'était un match de début de demi-finale où les gens se jaugeaient, j'avais l'impression. Bon, je pense que Fribourg était exactement où ils avaient envie d'être dans ce match. Savoir un match avec un rythme assez faible, c'est clairement le plan de match de Fribourg-Gotteron. Moins Lausanne va aller vite en transition, plus Fribourg aura de chance de gagner. Et donc, ton analyse, je peux la partager en un sens, mais je peux surtout me dire que Lars Leuenberger se dit mais c'est exactement ce que je veux. Donc oui, peut-être que Jean-Frédéric de Betta trouve que c'était pas terrible, qu'il s'est un peu embêté, mais moi plus il va s'embêter dans cette série, Jean-Frédéric de Betta, mieux je vais l'aimer cette série. Je sais pas si tu vois où je veux. Et je pense que le plan est parfait pour lui actuellement. J'adore quand un plan se déroule sans accroc, référence de très vieux. Là, Exactement. Mais non, t'as raison, bien sûr. Et je dis pas que... Vraiment, je dis Fribourg a mérité. C'est Lausanne qui, ma foi, n'a pas réussi... Je sais pas si c'est à emballer, si le terme est exact, mais n'a pas réussi à imposer autre chose, n'a pas réussi à proposer autre chose. Et Fribourg s'est terriblement bien adapté à cette situation. Ouais, on a eu une équipe de Fribourg-Gotteron qui était ultra solide, qui a joué avec 4 lignes, qui a surtout le point que je trouve ultra positif pour Fribourg-Gotteron, c'est que tu n'as pas eu besoin d'avoir une première ligne flamboyante où tu dis ouais bon mais le jour où Sørensen et Wallmark marqueront pas 4 buts, qu'est-ce qui va se passer? Pas du tout. Là en fait ça vient de joueurs, on va dire de compléments, on va dire ça comme ça. Et avant la série, tout le monde, mais dont moi ou nous, parlions de la profondeur offensive du Lausanne HC, du fait qu'ils avaient peut-être des joueurs suisses capables, ils ont toujours, mais capables de faire la différence dans une série, peut-être un peu plus que Fribourg-Gotteron, sur ce premier acte. Après, on va toujours faire attention de ne pas tirer des conclusions après 60 minutes de hockey sur une série au meilleur des 7 matchs, ce serait une erreur, et il me semble qu'on ne la fait pas trop souvent, celle-là. Mais sur le premier match, les joueurs de complément, on va appeler ça les joueurs de rôle fribourgeois, ont clairement tenu la comparaison, voire mieux, avec ceux de Lausanne. On peut penser directement à un Samuel Walser qui a fait un tout grand match au centre de cette troisième ligne. Il a été reconduit à cet endroit-là, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire d'ailleurs.
Et je l'ai trouvé vraiment excellent. En plus, il a un peu de temps en power play. Il fait un move incroyable devant Kevin Page quand le puck lui arrive en basket, on dirait au poste bas. Pour ceux qui suivent un peu le basket et qui connaissent un peu la tactique, il en est le puck au poste bas et derrière, il fait un contrôle, il a une rapidité d'exécution qui est assez impressionnante, surtout de Samuel Valzer qui nous a peut-être pas forcément habitués à ça cette saison. C'était quoi le deuxième goal pendant ces playoffs? Son deuxième goal, tu dis? Ouais. Oui. Ouais, c'était quand même presque, ça fait plus que pendant la saison. Je sais pas s'il me semble qu'il y avait est-ce qu'il en avait marqué qu'un? Ou en tout cas, c'était pas quelqu'un sur lequel Fribourg s'appuyait. Tu me diras, centre de quatrième, à la base, c'est pas forcément de lui que tu attends le plus de choses offensives. Tant que défensivement ça tient la route, ben ça va aller. C'est d'ailleurs un petit peu ce que Kylian Motet nous a dit en interview. Quand on lui a fait remarquer que ouais, super, il y a un goal, puis il était là, oui, il y a un goal, mais on va quand même dire que notre rôle, c'est plutôt d'être... c'est le bonus s'il y a un goal. Par contre, si on arrive à gêner l'adversaire, à fatiguer, à peut-être gratter une pénalité, ben, c'est là qu'on va être aussi félicité. Ouais, absolument. Et globalement, moi, sur ce premier match, je sors avec un sentiment que Fribourg-Gotteron, finalement, n'est pas émoussé. On pouvait se poser la question après une série en 7 matchs, justement, à l'inverse d'un HC où tu te dis, ouais, ils ont une plus grosse profondeur, ça va moins les impacter d'avoir joué 7 matchs en quart. Ben, j'ai trouvé Fribourg frais, on va dire, en tout cas au niveau des jambes, ça s'est pas trop vu qu'ils ont bataillé à ce point en quart de finale. Et surtout, tu sais, quand on enchaîne tellement les épisodes que je me souviens plus que ce que je dis aux gens avec qui on discute de hockey sur glace, c'est ce que je dis à ce micro. Donc, désolé si je me répète. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins après la victoire contre Berne en quart de finale, il y avait moins ce sentiment... on est arrivé à un exploit, on l'a fait finalement, et que c'était plus considéré comme une étape. Ça ne veut pas dire que Fribourg va derrière dérouler puis aller en finale et gagner le titre, on ne suit pas là. Mais par contre, il y a moins cet aspect, on est les rois du monde, et on l'avait un peu ressenti, je l'en avais parlé l'année passée, avec justement cette scène de Di Domenico qui va devant le public, se glisser sur les genoux, etc. Je sais que j'en ai déjà parlé. Ça semble plus un processus qui se poursuit finalement et qui s'est poursuivi à Lausanne ce samedi pour ce match numéro 1. Alors, il y a une chose que moi aussi, j'en ai fait un article de retour le lendemain et c'est quelque chose qui m'avait frappé avant ça. J'en avais pas parlé parce que des fois même Fribourg perdait, donc ça avait pas autant d'impact, mais c'est le nombre de tirs bloqués. À part le premier match contre Berne qui était à égalité, je ne sais plus, je dirais 11-11, mais c'est pas important. Les 6 matchs derrière, Fribourg à chaque fois était plus dominant au tir bloqué, même quand ils gagnaient. C'était aussi forcément quand ils perdent, quand Berne tire de l'arrière, il y aura plus de shoots. Donc il y a plus de probabilité que Fribourg puisse bloquer des tirs. Mais là, c'était pas forcément l'écart avec Lausanne. Je crois que c'était 15-11, ce qui me semble sur le match, mais c'est plus l'attitude et qui a été bloqué. Ces shoots sur les 15 tirs, c'est 10 attaquants. Et ouais. Je me disais, parce que c'est évidemment que si, qu'est-ce qu'on va dire, si Souter, si Streulet, si Yecker bloquent des shoots, je dis pas que c'est normal, mais c'est aussi un travail de défenseurs qui savent des fois mieux bloquer les shoots. Mais là, de voir 10 shoots bloqués des attaquants, donc 2 tiers des tirs bloqués par Fribourg sur ce match, je trouve que c'est là où l'état d'esprit, où ce sacrifice un peu, qui est sans doute le mot d'ordre dans ces playoffs, qui sait qui sera prêt le plus à se sacrifier. J'ai l'impression que ça a un tout petit peu tourné sur ce match-là en faveur de Fribourg, et on comprend pourquoi. Ouais, moi j'ai envie de mettre un joueur en avant à cet endroit-là, c'est Julien Sprunger. Qui a les bloquer 2 très gros shoots, dont un des 2 dans le 3e tiers, si je me trompe pas, où tu vois vraiment qu'il a ramassé. Il est allé dans le couloir des vestiaires, on le voyait depuis notre position à la Vaudoise Arena, c'était juste en face. Il est allé dans le couloir des vestiaires, il grimaçait, il était la tête basse, les mains sur les cuisses, et tu dis ouh là, il est vraiment en train d'en chier, le pauvre. Mais voilà, c'est aussi comme ça. Et Julien Sprunger, à la base,
Et historiquement, c'était pas forcément à lui d'aller faire ce sale travail là, on va dire ça comme ça. Mais c'est ton capitaine. Et en fait, quand tu es joueur de Fribourg-Gotteron, puis tu vois ton capitaine qui va faire ça, Julien Sprunger qui a tout vécu avec ce club, qui est un exemple depuis tant d'années, ben c'est encore lui qui va se coucher et qui va accepter de se faire mal pour défendre Reto Berra. Parce que Reto Berra est aussi bon depuis le début de ses playoffs, c'est aussi parce qu'il est bien aidé. Parce qu'à un moment, il va pas pouvoir tout arrêter si on l'aide pas. Et de voir Julien Sprunger le faire. Si derrière t'es Kevin Nicolet et que tu vois que Julien Sprunger qui a bientôt 40 ans, il va le faire, bah tu vas le faire 2 fois plus et avec 2 fois plus d'entrain s'il le faut. Donc je voulais mettre en avant le côté exemplaire de Julien Sprunger sur ce match-là. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, d'un point de vue tactique, et je me réjouis de voir ce qui va se passer du coup pour l'acte numéro 2 à Fribourg, c'est que Jeff Ward, qui avait donc le choix des armes, on va dire, et du dernier changement, pendant tout le match, s'est entêté à faire jouer sa première ligne à lui, donc Ria Suomela Oksanen, face à la première ligne de Fribourg-Gotteron, donc Sørensen, Wallmark et Schmidt. Et je me suis dit, quand j'ai vu que Lausanne ne trouvait pas de solution, que la première ligne lausannoise était un peu muselée, ou du moins que les deux lignes une s'annulaient. Et finalement, je pense que ça faisait partie du plan de match de Jeff Ward, hein, en disant, si durant toute la série, ma première ligne ne concède pas de but, mais n'en marque pas, on va la gagner cette série parce que justement, on a une équipe qui a un peu plus de profondeur sur les lignes 3 et 4, ou 2, 3 et 4, offensivement, je dis bien entendu. Mais le problème, c'est que ça s'est pas passé comme ça, vu que Fribourg-Gotteron a eu ses joueurs de complément qui ont fait la différence. Comment va réagir Lars Berger à la maison? Est-ce qu'il va se dire, mais va bien, on va continuer justement à faire confiance à nos lignes suivantes, et puis si on muselle leur première ligne, on est content? Ou au contraire, il va se dire, mais on va pas pouvoir gagner tous les matchs avec des buts qui viennent de Walser, en powerplay certes, mais de Walser, ou de Kylian Motet. Ben, ça va être un ajustement, on va dire, ou un défi tactique intéressant, et je peux tout à fait voir venir un Lars Berger matcher sa première ligne différemment pour le match numéro 2. Ouais, d'ailleurs, Motet, c'est la cuisse hein, qui a pris. Oui. Je pense que sur la SIHF, ils peuvent mettre cuisse 1, entre parenthèses 1. Et comme il disait, il était là au moment où le pétard de Souter sur ce. Je trouvais qu'il était parti tellement de manière pure, et quand ça me fait penser d'ailleurs que Dave Souter, qui a marqué plusieurs, qui a fait la déviation de Lundgren, c'était un tir de Souter, et lors du match 1, c'est lui qui marque directement, alors c'est pas dévié, mais quand il envoie des tirs avec c'est une force de la nature, c'est une force physique, il fait quasiment 2 mètres, il a du poids, donc quand il arrive à transcrire cette force cette force physique en puissance, et qu'il est un tout petit peu habile, qui cadre, c'est impressionnant. Et je me dis, mais pourquoi il fait pas ça plus tôt, et pourquoi il faisait pas ça avant? Parce que c'est une réelle arme finalement pour Fribourg, cet apport des défenseurs. Et dans ce genre de cas, les déviations, on pourra d'ailleurs en parler quand on mentionne Zurich. C'est comme ça que tu vas aller marquer des buts en play-off, en fait. Ouais, absolument. Mais finalement, si Fribourg a gagné cet acte numéro 1, bien sûr, c'est parce qu'ils ont marqué un but de plus que l'adversaire, mais c'est aussi parce que le système en place était vraiment très très bon. On en parlera aussi dans la partie lausannoise un petit peu plus tard, bien entendu. Mais moi, j'ai trouvé que Lausanne, on le disait avant la série, c'est une équipe qui va relativement vite vers l'avant, mais que justement, depuis les 2 matchs de Fribourg sous Lars Berger contre Lausanne, le rush lausannois a été franchement très très bien bloqué par la défense fribourgeoise. Et sur ce match numéro 1, c'est exactement ce qu'on a vécu également, à savoir une défense fribourgeoise et une zone neutre qui est parfaitement cadenassée par le verrou, on va dire, fribourgeois, le fameux Gottenaccio dont j'ai déjà parlé. Et on l'a revécu là, et je suis assez impressionné de la manière dont Fribourg joue défensivement. Non pas que je pensais pas qu'ils en étaient capables, mais sur le long terme. Et là, face à un autre adversaire qui est censé, en théorie du moins, être mieux armé offensivement que Berne encore, ça s'est pas franchement vu. Reto Berra a été très bon,
jusqu'à un certain point, on va dire, on va y revenir. Mais il n'a pas non plus dû multiplier les miracles en fin de match où on s'est dit « Ouh là là, ça a poussé pendant les 10 dernières minutes, c'était l'angoisse autour de lui ». Il y a un gros arrêt sur Bayreuther. Après, est-ce qu'il nous paraît aussi gros cet arrêt parce qu'il fait un gros move derrière puis il fait plaisir aux photographes de Keystone, tes collègues? Je sais pas, c'est un bel arrêt évidemment, hein. Mais est-ce qu'il était à ce point difficile? Je suis pas persuadé parce que Bayreuther il tire de la bleue, il voit pas vraiment le départ du shoot, mais en même temps il sait que le shoot va venir là parce que justement il est bien bloqué sur l'autre côté par son défenseur. Et je minimise pas son arrêt, hein, c'est un très bel arrêt, mais je me dis ouais, il y a pas eu de ruée lausannoise en fin de match. Et ça, c'est clairement à mettre au crédit de Fribourg qui a fait déjouer l'attaque lausannoise. Alors, je suis d'accord, ça m'a fait penser d'ailleurs aussi, on en avait un peu parlé, je me disais, waouh, big save, j'avais envoyé quand on était dans un des groupes, là, sur le tir de Löffel lors de l'acte 7. Et Berras le capte et remonte la mitaine. Mais finalement, alors l'arrêt est magnifique, hein. Est-ce que techniquement il est aussi difficile que ça? C'était aussi un peu la question que je me posais. Tu parles de celui de Löffel là? Ouais, tu trouves c'était différent pour toi? Non, tu peux pas comparer. Ok, parce que moi, alors, je suis pas gardien, hein, mais Löffel vient de beaucoup plus près. Il bat son défenseur à la ligne bleue et donc il s'avance encore de 2-3 mètres. Là où Bayreuther prend un shoot de la ligne bleue. Löffel est pas à bout portant, mais pas bien loin. Non, pour moi, l'arrêt de Berras sur Löffel est immense. Là où l'arrêt de Berras sur Bayreuther est un bel arrêt, je pense qu'il est aussi content un peu de show-off à la fin, puis t'en rajoutes un petit peu pour encore dégoûter le joueur adverse. Mais non, moi, sur Löffel, alors pour moi, c'est un tout gros arrêt. Alors, je voulais pas dire que c'était pas un tout gros arrêt. Je voulais dire que quand on voit le tir depuis derrière le but et les angles, je me disais, et finalement, il a mis la mitaine un petit peu au-dessus elle lui tombe un peu dans la mitaine, mais parce qu'il est intelligent de se dire, elle va sûrement arriver là. Je sais pas si on peut dire jouer le pourcentage, mais bref, c'était de toute façon, je voulais en tout cas pas minimiser et dire que c'était pas un bel arrêt du tout, hein. Puis moi, il y a juste un truc, j'aurais dû peut-être rebondir quand tu l'as mentionné, mais je voulais juste revenir sur lui au niveau des statistiques. C'est Julien Sprunger, Michael Ngoy qui m'a fait remarquer avant le match en me disant, dis donc, c'est toi qui connais un peu les statistiques, mais il me semble que Sprunger il est pas loin des 400 goals en carrière. Et puis regarde voir, parce que le club des 400, ils doivent pas être nombreux. Bah, j'ai été regarder. Le club des 400, si les statistiques, et il faut faire un tout petit peu attention avec notamment celle de Roman Weger, surtout si on est sur Elite Prospect, elles sont incomplètes. Il y a l'astérisque à côté, mais l'astérisque avec 405. Donc je pense que l'idée, ce serait, il en manque, donc il pourrait y en avoir un peu plus. Sinon, on a Gilles Montandon, je crois que c'est 417, et puis Peter Jax 487. Et on a Julien Sprunger qui en a à 398, quelque chose comme ça. Okay. Donc, qui se rapprocherait de cette marque qui est finalement assez mythique, vu qu'on voit qu'il n'y en a que 3 à l'heure actuelle. Ouais, tu viens par contre de faire un truc pénal. Tu as dit Roman Weger dans une partie sur Fribourg-Gotteron. Je peux te garantir que tu peux plus rentrer dans le canton maintenant que tu as fait ça. Hein. Désolé pour... Alors, ça, c'est un truc de vieux aussi. Juste le contexte. Roman Weger, grand joueur de Cloton dans les années... dans les années 90. Ben voilà, mais bon, on est obligé quand même de mettre le contexte. Non, bien sûr, c'est un joueur qui a dû faire peur, qui a dû faire trembler plusieurs générations de Fribourgeois. Et il y a encore du stress post-traumatique dans le canton, je pense, quand tu dis ce nom-là. Donc, je suis pas sûr que c'était le meilleur moment, mais tu as raison que c'était un joueur extraordinaire et ça met en avant aussi la longévité extraordinaire de Julien Sprunger qui est toujours là à marquer des buts. Il l'a fait encore lors de ses playoffs déjà et il fait pas que bloquer des shoots, mais peut-être qu'aujourd'hui, il a eu l'intelligence aussi, et c'est pas que depuis aujourd'hui, mais l'intelligence de savoir que s'il voulait continuer sa carrière, c'était en se réinventant un peu et en trouvant d'autres manières d'être utile que de marquer 25 buts par saison, et ça, il sait le faire et il a su se mettre au service de l'équipe. Mais quand il faut planter un gros but à Berne,
dans un match décisif, il est quand même pas bien loin, hein, le Julien. Cette semaine, dans ce qui nous a fait mousser en partenariat avec le Dr Gaps, on fait un petit saut au-delà du Rösti-Graben pour parler de la série entre Zurich et Davos. L'autre demi-finale est aussi donc un petit clin d'œil à Dr Gaps, le Rösti-Graben, qui est le nom de la nouvelle bière qu'ils ont sortie en collaboration avec une brasserie suisse alémanique pour justement faire un saut de l'autre côté de la Sarine. Donc voilà, une bière au goût de prune pour ceux qui étaient présents lors de notre événement chez Dr Gaps. Justement, il y en avait à disposition et elle était déjà en vente ce jour-là. Si ça vous intéresse, elle est à disposition sur leur shop avec Colfax 15. Ça vous donne 15% de rabais. Saut du côté de cette autre série avec un Zurich qui est vraiment pas là pour rigoler depuis le début de ses playoffs. 6-1, c'était un peu le même genre de match que le premier contre Cloton. On savait pas trop à quoi s'attendre entre deux équipes qui s'étaient qualifiées assez rapidement. Davos 4-0. On pouvait imaginer une sorte de trompe-l'œil, pas qu'ils avaient battu Zug par hasard, mais le fait qu'il y ait 4-0, qu'ils n'aient pas eu à batailler plus que ça en se qualifiant en 4 matchs, et Zurich qui s'était qualifié en 5, mais de match il n'y a pas eu, parce que Zurich a extrêmement rapidement pris les devants en premier tiers en 5 minutes, 3-0, 2 buts en powerplay, et surtout pas mal de buts en déviation où ils sont venus, ou en tout cas venus masquer Schliemann. Ils ont été marqués ces buts, un peu comme Kylian Motet, on le disait avant, mais là en touchant avec la canne et pas avec la cuisse, mais Baltisberger qui se met devant le gardien, qui gêne, t'as Derek Grant qui met des buts. En fait, Zurich a pas eu besoin d'avoir un Malguin au top, désolé pour les joueurs de hockey manager, mais Kukan a marqué, Grant a marqué, Andrighetto a marqué ses 3 premiers buts comme ça. Tu fais, ah ouais, les entre guillemets stars zurichoises ont répondu alors totalement à l'appel de cette demi-finale. Ouais, avec une équipe de Zurich qui jouait encore sans Marty suspendu, et malgré ça, il n'y a pas eu vraiment de problème. On aurait pu, durant la saison, avec le changement d'entraîneur, avec Mark Crawford qui a dû interrompre sa saison pour des raisons de santé, Marco Bayer qui reprend, on aurait pu se poser des questions en disant ouais, mais est-ce que vraiment avec Marco Bayer tu peux aller au bout? En même temps, moi je déteste qu'on minimise le travail d'un entraîneur en disant ouais mais bon il a des bons joueurs donc c'est facile. Je pense pas que c'est facile de faire gagner une équipe comme Zurich. Je pense que c'est plus facile d'avoir du succès à Zurich qu'ailleurs, mais ça reste quand même un challenge. Et il y a eu un début sous Marco Bayer qui était un peu poussif. D'ailleurs, si Zurich a terminé deuxième la saison régulière et non premier, c'est aussi parce qu'il y a eu un manque de régularité à une certaine période. Est-ce que c'est lié au fait que justement Zurich est tellement confiant et sûr de sa force, ils se sont dit bon, s'il faut aller gagner à Lausanne un match de la finale, bon, ma foi on le fera, tant pis. Peut-être, mais en tout cas, sur ce qu'on voit depuis le début de ces playoffs, et comme tu le disais avant, le quart de finale, il faut toujours un petit peu s'en méfier, parce que Cloton, c'est pas un adversaire, c'est pas l'adversaire le plus redoutable des quarts de finale. Zurich a quand même lâché un match, mais tu as senti qu'à aucun moment Zurich a peiné. À l'inverse, Davos a fait très 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 forte impression contre une équipe de Zug qui était affaiblie. Et au final, voilà, Zurich est déjà présent. Les stars zurichoises, comme tu l'as dit, sont déjà très efficaces. Le power play est là. Et quand tu vois cette équipe avec des Chris Baltisberger qui joue sur une 4e ligne, tu dis ouais, ok, cette équipe elle est impressionnante. Finalement, je pense qu'elle n'est pas moins impressionnante que celle de l'année passée, mais on a vu l'année passée, grâce à Lausanne, qu'elle n'était pas invincible, cette équipe zurichoise, mais par contre il faudra quand même se lever sacrément tôt pour les embêter, j'ai l'impression. Et pour revenir sur l'étape où ils étaient un tout petit peu moins forts, rappelons quand même qu'ils ont été gagnés la Champions League et qu'il y avait peut-être aussi cette haute compétition qui te pompe de l'énergie, et que peut-être que certains matchs de championnat, ils n'avaient pas cette petite étincelle pour aller faire l'effort de plus, parce que ça leur avait quand même demandé quelque chose, d'aller chercher ce titre finalement européen. Ouais, exactement. Et comme tu l'as dit avant aussi, même un Malguin n'a pas eu besoin d'être décisif.
Il n'a pas été mauvais sur ce que j'ai vu de ce match, mais il n'a pas été décisif en termes de scoring. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Davos, parce que tu as des Balcers et Malguin qui sont encore en train de chercher leur point, on va dire. Mais malgré ça, Zurich en a planté 6. Donc, c'est là que tu vois la puissance offensive de cette équipe. Donc, ouais, on a affaire à une toute bonne équipe de Zurich depuis le début de ces playoffs. Et bon courage à l'équipe, que ce soit Lausanne ou Fribourg, qui va se retrouver face probablement à eux lors de la finale. Voilà, on passe à la partie lausannoise de ce premier acte des demi-finales. On le disait avant, Lausanne, qui avait réussi un match assez plein contre Langnau, avec 56 tirs à 10. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on vient de terminer la partie zurichoise. On n'a pas mentionné aussi que Zurich a tiré 50 fois au goal. C'est quand même assez impressionnant contre une super équipe de Davos qui s'était qualifiée en 4 matchs. Lausanne, là, la seule étincelle peut-être de ce match où tu t'es dit que peut-être, en tant que supporter lausannois, tu dis je pense que là, il y a peut-être quelque chose. C'était le but de Boson, l'égalisation. Et oui. Même le but de Prassel, le 2-2, il est tombé un peu. Je pense que tout le monde était surpris, finalement, de ce but. Surtout Reto Berra. Ouais, surtout Reto Berra qui pensait que le puck allait passer à côté. Et comme Motet a marqué relativement rapidement derrière, Lausanne n'a même pas pu profiter de quelque chose. Donc, Lausanne peut se raccrocher à quoi après ce match ? Je sais pas trop, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une prestation globalement décevante de Lausanne. Je pense que personne va pouvoir nous contredire sur ça. Même Jeff Ward, j'imagine, même s'il nous le dira pas. Il nous dit pas grand-chose. D'ailleurs, Jeff Ward, on y reviendra probablement. Mais oui, il y a pas grand-chose qui a fonctionné non plus. Puis en même temps, ce sur quoi tu peux te raccrocher, c'est un match sans comme celui-ci, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appeler. Puis tu perds 3-2. C'est pas non plus comme si, t'as pas l'impression d'avoir été surdominé par Fribourg-Gotteron en n'ayant pas réalisé un bon match. Donc je pense que si t'es lausannois aujourd'hui, tu te dis bon, peut-être qu'on va un peu réussir à hausser le niveau de jeu. Donc il y a moyen d'aller en gagner un là-bas, parce que maintenant c'est ça le deal. Il va falloir y gagner à Fribourg, c'est le fameux avantage de la glace qui a déjà tourné. Mais sur ce qu'on a vu sur ce premier match, j'arrive pas à tirer des conclusions trop hâtives, on va dire, et à dire de toute façon, vu ce que Lausanne a montré, ils n'ont aucune chance, de loin pas, mais il faudra une sacrée hausse du niveau. Et elle peut venir d'où ? Elle peut venir de plein d'endroits, mais elle peut venir d'une première ligne qui a été à nouveau très très discrète, parce que c'est rigolo. Moi je critique pas du tout, il a raison de parler comme ça, mais après la victoire contre Langnau, t'as un Damien Ria qui vient et qui dit mais vous voyez, fallait pas douter de nous, la première ligne, on faisait d'autres choses. Et il a raison, il a raison de croire en eux, et il a raison de croire en lui, vu qu'il fait partie de cette première ligne. Et tu deviens pas sportif professionnel comme lui si tu crois pas en toi. Mm-hmm. Mais à un moment, là, on a de nouveau quand même vu une limite de cette première ligne qui a été matchée toute la soirée. Et j'en parlais avant, mais ceux qui écoutent que la partie lausannoise, toute la soirée, Jeff Ward a décidé de matcher sa première ligne contre la première ligne de Fribourg-Gotteron en se disant faisons un 0-0 dans ces deux lignes, et puis finalement le reste va se décider grâce à notre profondeur. C'était l'idée de base, c'était le plan, j'imagine, de Jeff Ward, et il s'est pas passé comme ça. La première ligne doit clairement step up, et à un moment, c'est trop tôt, je pense, pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut changer dans ton alignement. Mais si la première ligne fait pas un pas vers l'avant, à un moment, il faudra quand même se poser des questions, parce que tu peux pas te permettre de gâcher, entre guillemets, 3 joueurs comme Suomela, Oksanen, Ria, si ensemble ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, je pense que les ajustements après un match, de directement commencer à vouloir changer la règle, je pense que c'est un petit peu trop tôt, et je pense pas que ça va arriver tout de suite, mais dans un coin de la tête, c'est clair que tu dois penser au plan B, et je pense que le coach Sixaf, il est déjà au plan C, au plan D, là où nous on est en train de penser qu'au plan B. On va pas penser qu'on est plus malin ou qu'on pense avant eux à certaines choses. La question qu'on peut se poser sur ce match-up des lignes, c'était de se dire, est-ce que la ligne de Sorensen, tu mets Jäger, Boson et Raffel, Raffel qui a, en termes d'étincelle, qui a mis qui a été cherché, qui a été gratté ce puck
quand il y avait 1-0, là, juste avant le but de Boson, qu'il le transmet à Sklenička, qui décale très joliment Boson. Et on a l'impression finalement que sur cette action-là, en tout cas, Raffl était au niveau. Boson est presque finalement l'attaquant qui est le plus entré en mode play-off, ce fameux terme qu'on peut utiliser, dans les rangs lausannois, un peu, en termes de constance. J'ai l'impression que c'est celui qui est... sur lequel tu peux t'appuyer finalement, où tu te dis, ah ouais, lui, il a switché, il a mis le curseur un petit peu plus dans cet état d'esprit-là, et que certains sont encore en train de se demander sur quel bouton appuyer. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et moi ça me surprend un peu. Pas lui, lui au contraire. Si on m'avait dit avant les playoffs, qui va être le premier joueur à être capable de se transcender, on va dire ça comme ça, ou de jouer du hockey de playoff, évidemment l'un des premiers noms. Alors j'aurais dit en santé Raffl, en l'état Boson, parce que Raffl, et je suis pas en train de dire qu'il est pas apte à jouer, je ne le sais pas. En même temps, personne ne le sait sauf le staff lausannois. Nous, on a juste des indices, on voit les matchs, on voit l'impact ou on voit l'absence d'impact par rapport à ce qu'on a été habitué l'année passée. J'ai aussi confiance s'il joue. On doit partir du principe qu'il est prêt à jouer, mais on est quand même obligé de se dire, peut-être qu'ils espèrent qu'il va encore hausser le ton et qu'il a besoin d'encore un tout petit peu de rythme, parce qu'on rappelle quand même qu'il a eu une saison un peu tronquée, mais à un moment, il va falloir aussi que lui fasse le pas vers l'avant. Mais clairement, Boson est juste bon depuis le début de ses playoffs contre Langnau. Il a été aussi là, il était présent, il a marqué des buts importants. Et sur ce match-là, je l'ai trouvé tout à fait à sa place. Mais c'est vrai que si sur cette ligne-là, tu as le Raffl de l'année passée, le Boson de cette année, même si Jäger, du coup Jäger en numéro 3 de cette ligne-là, il va forcément pas être mauvais parce que c'est un super joueur. Si par contre, dans les moteurs de cette ligne, tu as un Raffl qui est un peu moins vrombissant, c'est une super métaphore celle-là, elle devient moins impactante, cette ligne. C'est un petit peu ce qu'on a vu l'autre soir. Maintenant, là aussi, que faire pour que cette ligne-là soit un peu plus impactante? Est-ce qu'il faut la matcher différemment? En l'occurrence, Jeff Ward n'aura pas le choix mardi soir, donc il va devoir subir ce que concocte Lars Leuenberger. Mais si on réfléchit à long terme et sur l'ensemble de cette série, c'est clair que Ward doit un peu se dire, mais d'où viendra mon étincelle? Si ma première ligne tousse, si cette ligne avec Raffl Boson, elle est OK, voire Boson la tient en vie, est-ce que ça vient de derrière? Le problème, c'est que ta troisième ligne, moi je l'ai trouvée, pas à son avantage. Voilà, la ligne Fuchs, Kahun, Rochette, qui se retrouve sur 2 buts. Dont le but décisif de Kylian Motet, où on vient pas bloquer le shoot de Dave Sutter. C'est Théo Rochette qui vient devant, mais qui bloque, on va dire, qui bloque un côté du but, pas tout le but, puis qui fait pas. J'ai l'impression sur les images et sur les ralentis, malheureusement il vient pas de tout son long, on va dire. Le surnom de Julien Sponger pour Geoffrey Vauclair, c'est le long, et le long Julien Sponger s'était couché devant un puck et a bloqué un puck. Là, ça n'a pas été le long Théo Rochette sur ce coup-là. Sur un autre but, c'est aussi un peu un cafouillage devant Kevin Pache. De cette ligne-là. Donc ouais, j'ai trouvé la ligne Fuchs, Kahun, Rochette à la peine dans ce match-là. Maintenant, si on me dit d'où peut venir l'étincelle, clairement de cette ligne, et on l'a vu en quart de finale. Et j'ai surtout pas envie de tomber de faire l'erreur de me dire, mais vous voyez, c'est 3 petits joueurs, donc c'est clair qu'en playoff ça allait pas faire la différence. Non, je pense pas. Mais sur ce qu'on a vu sur ce premier match, effectivement, là aussi, eux, ils vont devoir faire un petit pas vers l'avant. Ouais, l'étincelle, c'est drôle ce que tu dis, parce que on s'attend peut-être à avoir l'étincelle de la troisième ligne, ce qui paraît plus playoff compatible. On attend aussi d'avoir peut-être un peu plus d'étincelle de la première ligne. On attend pas mal de cette ligne-là, parce que c'est 3 lignes finalement qui sont où il y a du talent. Et normalement, si les playoffs vont un petit peu plus loin, on va dire, et on a l'impression que ça se voit pour finalement chaque équipe qui va un peu loin. Il y a peut-être une fois ça va être la ligne X, une fois la ligne Y, puis une fois la ligne Z. Puis on va dire, ce coup-ci c'est la 4e. Ce coup-ci, c'est les stars ont pris
les choses en main. Et puis en général, sur le 7e match, c'est plutôt aussi les joueurs de soutien qui sont les héros parce que les autres lignes sont matchées. Donc, le but pour Lausanne maintenant, ça va être de faire en sorte que sur les matchs 2, 3 et 4, en tout cas, il y ait quelqu'un qui se lève. Peu importe qui, il faudra que ça vienne de quelqu'un. Est-ce que ce sera la défense peut-être? Est-ce que ce sera une paire mieux qu'une autre? Est-ce que ce sera le box-play, le power-play? Il faudra qu'il y ait quelque chose. Parce qu'en termes de power-play, là encore, et Fribourg, je suis très impressionné aussi depuis le début de la prise de pouvoir de Leuenberger. Il y a assez peu de pénalités stupides finalement. Il y a cette vraie discipline. Ma foi, ça peut arriver d'essayer de bloquer quelqu'un et tout, mais on a l'impression que c'est vraiment le dernier recours. Ok, je vais harponner parce que là, il part tout seul et qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais sinon, c'est vraiment... il faut se lever tôt pour avoir un power play contre Fribourg. Et Lausanne, pour le coup, a aussi fait attention. Et il y a eu peu de séquences. Il y a eu quoi? Un power play de chaque côté? Quelque chose comme ça? Et ouais. C'est quand même assez frappant de se dire ça pour un match de play-off où vraiment tout le monde se dit non, pas de bêtises, il faut verrouiller. Ouais, j'avais parlé de masterclass défensive de Fribourg-Gotteron pour le match numéro 7 à Berne, où ils ont absolument rien laissé à Berne toute la soirée, pas de power play. Et pourtant, pour avoir, comme je le disais l'audio en rigolant et un peu ironiquement, mais si tu vas à un match 7 à Berne et que tu as 0 powerplay, c'est que tu as fait vraiment pas de faute. Parce qu'il y en a quand même vite un pour un accroché qui peut tomber. Et encore une fois, c'est pas pour dire que Berne est avantagé, mais à la maison, l'équipe à la maison a quand même souvent qu'elle ait 0 powerplay, c'est vraiment très très rare. Et là, de nouveau, c'était une prestation solide de Fribourg. Mais moi, surtout, c'est le rush lausannois, comme je l'ai dit avant, mais vu qu'on parle de Lausanne maintenant, c'est le rush lausannois qui a été sacrément bien bloqué en zone neutre. Et je pense que c'est à cet endroit-là que Lausanne, et tu parlais de qui va devoir se lever. Moi, j'ai presque envie de dire c'est au niveau du système que ça doit se lever, que c'est justement tactiquement que cette équipe j'en sais rien, mais peut faire la différence face à Fribourg-Gotteron, c'est de se dire, on doit être beaucoup plus rapide en allant vers l'avant, on doit plus créer, parce qu'une fois que Fribourg se mettra en place dans son back-check, derrière, ils sont difficiles à manœuvrer. En zone défensive, ils vont certes laisser pas mal de shoots, parce que c'est l'équipe qui concède des shoots, mais c'est pas une équipe qui concède beaucoup d'occasions de but. Par contre, quand elle n'est pas positionnée et quand elle n'est pas placée défensivement, là, justement, il peut y avoir un petit peu de chaos à créer, et donc des occasions de but. Mais ça, Lausanne ne l'a pas fait sur ce match numéro 1. J'en ai parlé, enfin c'est pas vrai, j'en ai pas parlé parce qu'il n'a pas voulu en parler. Mais Jeff Ward, je lui ai demandé, mais le rush, est-ce qu'il y a eu un... Est-ce que c'est quelque chose qui peut être améliorable? Est-ce que voilà, puis il dit... Il a fait le fameux you guys. Donc vous les gars, vous faites que chercher des problèmes. Voilà, c'est Jeff Ward qui est rentré en mode playoff. Il est hyper sympa toute la saison. Puis au moment où les playoffs commencent, c'est comme l'année passée. Il commence à nous attaquer, qu'on cherche que les problèmes dans son équipe, que lui cherche des solutions. Ok, bon, prochaine fois, faut pas venir à l'interview. Alors, si c'est pour nous dire, on a marqué 2 buts, 2-3, merci, on a vu le tableau d'affichage, donc c'est tout bon. Merci Jeff d'être venu. Et moi, je comprends pas, on en a déjà parlé une fois durant le quart de finale où je faisais la blague, et moi j'écris plutôt sur Fribourg et mon collègue Mathias sur Lausanne. Je faisais la blague à Mathias en disant que tu peux écrire que si Lausanne était autant sur la défensive que son coach, Gotteron aurait pas mis un seul goal de la soirée. Il était clairement sur la défensive et je comprends pas en fait, parce qu'en fait j'ai l'impression que les journalistes suisses qui couvront le hockey, si on veut, qui couvront le hockey, il y a rarement des grosses attaques contre quiconque. C'est plutôt, on vient essayer de comprendre, on vient poser des questions, on vient essayer d'analyser avec la personne qui, on le sait tous, connaît mieux le hockey que nous, donc il peut nous expliquer des choses. Je ne demande pas qu'il me parle de son système et ce qui va changer pour le match d'après. Par contre, il peut me dire, écoute, là, le rush, effectivement, ceci, cela. Ou au contraire, non, je suis pas d'accord avec toi. Mais de mettre ce braque, j'ai toujours pas vraiment compris l'intérêt, je dois t'avouer. Mais toujours est-il que c'est pas comme ça qu'on en saura plus sur les NHC, qu'on nous dise rien sur les blessés et qu'on sache toujours pas pourquoi Payuniami joue pas. Il est annoncé surnuméraire, donc on a tendance on n'a pas tendance, on est obligé de croire ce qu'on nous dit, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est la version officielle, donc prenons-la comme ce qu'elle est, à savoir la version officielle du Lausanne HC.
Par contre, là, ouais, moi, j'aurais bien aimé un peu en savoir plus ou du moins, en tout cas, échanger sur ce sujet. Mais visiblement, c'est un peu difficile d'échanger en play-off. Donc, vivement septembre, qu'on puisse de nouveau parler de hockey sur glace avec Jeff Ward. C'est clair que cette intervention ou cette façon de faire, je me suis dit aussi face à... qu'est-ce qu'on va dire face à Blick le matin, 24h, LFM, SportsCenter, Keystone ATS. Ben, je sais pas, quand t'as ESPN, quand t'as Sportsnet, quand t'as tous ces gros médias nord-américains qui arrivent face à toi, tu peux pas te dire, tu fais un you guys, machin et tout, bah, il va se faire ramasser nettement plus. Parce que les gars vont dire non, sur le quatrième, dans la quatrième ligne, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis ils vont être ultra précis. Ils vont essayer de le mettre peut-être dans les cordes un peu plus. Et il a l'habitude. Il a tellement d'expérience que en fait, de pas se sentir agressé par ces questions. Je peux totalement comprendre la frustration. Il a peut-être dit à ses joueurs pourquoi il était pas content sur un match comme ça, mais de dire, bon, il pourrait dire, j'entre pas dans les détails, vous pensez bien que la tactique, mais effectivement là, faut qu'on soit meilleur dans ces zones-là. Il va pas lever un lièvre ou en se disant, oula, je vais tellement donner d'informations à Lars Leuenberger que, enfin, je veux dire, vu leur staff respectif chacun, il y a aucun risque. Enfin, il y aura pas de nouveauté. Le fait de pouvoir matcher sa première ligne, de choisir la 1 contre la 1, ou de peut-être la prochaine fois mettre la 3, enfin celle de Jäger contre la 1. Oh là, mon Dieu, Larsenberger était tellement surpris de voir ça. Enfin bref, non. C'est pour ça aussi que quand... S'il y a quelque chose que moi je peux voir, ou du moins qui peut m'interpeller, j'ai tendance à croire, là aussi, qu'on n'a pas grand-chose à apprendre à qui que ce soit, et puis ce serait nous donner trop d'importance que de croire que ce qu'on vient poser comme question, ça va aider ou je ne sais quoi l'adversaire, quoi. Je ne nous donnerai jamais cette importance-là au moment de faire ce métier. Non, alors jamais de la vie. Et voilà, c'est assez parlé de ça, je pense. C'était juste, ouais, bah, des fois, on peut être un peu frustré de ce qu'on amène aussi à nos lecteurs en disant, bah, moi, j'aurais bien aimé pouvoir dire, avoir un peu plus de trucs intéressants à dire, mais en même temps, si en face, on nous dit rien, bah, nous, on doit spéculer, puis après, on nous dira, ah, bah, voilà, vous avez dit n'importe quoi. Bah, ouais, bah, on fait avec ce qu'on a aussi. On fait de notre mieux tous, mais là, c'est vrai que du côté de Lausanne, et je pense pas que c'est une question de nervosité par rapport à la défaite face à Fribourg, parce que même après les victoires contre Langnau ou même l'année passée, Lausanne est allé au match 7 en finale, et il y a eu justement cette espèce de tension latente pendant tous les playoffs, et j'arrive juste pas à cerner, mais j'en tire par contre aucune conclusion sur l'état d'esprit lausannois, et je vais pas me dire Jeff Ward est nerveux après le match 1 et il y a la panique à Lausanne. Non, pas du tout. Au contraire, moi j'ai toujours tendance à croire que depuis qu'il est arrivé à Lausanne, Jeff Ward nous a habitués à être au contraire plutôt serein. Et bientôt, si Lausanne va commencer à perdre, parce que pour l'instant, on loue sa sérénité depuis qu'il est là, et a raison, et je suis le premier à le faire. Je me réjouis que la narration change, puis on commence à dire « Ouais, mais il bouge pas derrière son banc, Jeff Ward, tu vois, il dit rien. » En face, Lars, lui, il est beaucoup plus actif. Je me réjouis que la narration vrille parce que ça va arriver un jour si Lausanne a un peu moins de succès. Pour l'instant, on n'y est vraiment pas. Il n'y a que 1-0 après un match dans cette série, et Lausanne a totalement la qualité, on l'a vu sur toute la saison, pour aller gagner à Fribourg. Mais c'est clair que Leuenberger, sur les 3 matchs maintenant qu'il a joué contre le Lausanne HC de Jeff Ward, s'en est hyper bien sorti, et à chaque fois il a réussi à bloquer la zone neutre, et ça va être intéressant de voir l'ajustement tactique lausannois pour le prochain match. Ben voilà, on est au terme de ce premier épisode des demi-finales, 33e épisode de notre saison numéro 7 de Colfax. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Marc et Guy pour son attention et son don, qui nous a fait vraiment très plaisir. Merci en tout cas, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir vos messages aussi. Donc, merci beaucoup Marc. Et prochain épisode, on va continuer cette semaine. On doit encore gérer nos histoires d'agenda respectifs, mais si mercredi en fin de journée il y a un épisode dans vos feeds, ce sera pas une surprise, faudra pas être étonné. Normalement, ça devrait être le cas. On va essayer de le faire pour mercredi.
Quoi qu'il en soit, on va continuer de vivre cette série 100% romande avec vous. On va parler un petit peu des autres aussi, promis. Et d'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions, pour vous écouter aussi ce que vous avez pensé, si vous avez des remarques, des critiques, des questions sur ce que vous voyez vous aussi à la télé, parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'attentes autour de cette série. On est à disposition pour essayer aussi peut-être en parler dans le prochain épisode. On est présent sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est disponible sur YouTube, Apple Podcast, surtout sur Spotify. Je pense que c'est l'endroit le plus simple pour nous écouter si vous avez un abonnement, bien entendu. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, profitez de ces playoffs et à tout bientôt. À bientôt.